Donc on redémarre avec le deuxième axe. Est-ce que le modèle pluridisciplinaire des IME est transférable au milieu ordinaire, même si déjà des réponses ont été évoquées. On a vu par exemple en quoi l'accompagnement thérapeutique constitue un nœud stratégique. Est-ce que tu peux dire ? Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'intégration de l'IE se fait le matin au niveau du collège et du coup les soins se font l'après-midi. Donc pour le moment c'est possible. Donc on a fait un planning en fonction des disponibilités des uns et des autres. Après c'est vrai que dans l'idéal, en tout cas dans une projection, on peut effectivement se dire que les soins peuvent aussi se déplacer vers le collège s'il y a un temps en plus, c'est-à-dire si les enfants sont scolarisés à temps plein. Parce qu'il faut avouer que ces enfants-là, même si l'inclusion se passe bien au collège, les soins restent quand même quelque chose de très important et aident à cette inclusion, à cette stabilité. Je pense qu'on est vraiment en partenariat les uns les autres pour pouvoir en parler. Je pense qu'il faudrait aussi repenser la collaboration du médecin scolaire et de l'infirmière scolaire. Bon, c'est vrai qu'au tout début, quand effectivement les enfants ont été au niveau du collège, il y a eu beaucoup de peur parce que la non-connaissance du handicap fait peur. Donc aussi bien du côté du médical que du côté des enseignants. Et je pense que d'expliquer, ça prend du temps peut-être, mais c'est une condition qui s'y connaît pour que les enfants soient acceptés. Puis les enfants, de par leur positionnement, nous aident énormément. Il faut avouer que eux aussi, ils ont une part du travail de l'acceptation de cette place-là. Après, c'est vrai que ce qu'on disait vraiment, c'est l'observation de ceux qui sont au collège et les retours qu'ils peuvent avoir des situations des enfants qui permettent d'adapter vraiment les soins les uns et les autres. Sinon, on avait parlé éventuellement que, effectivement, si les soins ne pouvaient pas aller au collège, s'aider aussi de CESAD, mais c'est des projections, on s'est projeté comme ça. Et puis pourquoi pas, des fois, les soins peuvent aussi aller dans la famille, parce que c'est aussi quelque chose qui peut être sécurisant au niveau de la famille. Alors c'est des projections, c'est des choses qu'on a pensées entre nous. Donc oui, il y a beaucoup à repenser, mais il y a du possible. Hein. Ouais. On venait de dire à l'instant avec une des personnes de l'assistance que cette question du thérapeutique, c'est quand même compliqué à faire entrer dans le milieu ordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'on a tellement sectorisé l'infirmière scolaire, la psychoscolaire, le médecin scolaire dans des cases extrêmement restreintes, à la fois spatialement et même dans les modes d'intervention, que du coup, aborder la question du thérapeutique et du soin, Sylvie, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça reste quelque chose de très étranger. Et moi, pour avoir rencontré un chef d'établissement du milieu ordinaire, accueillant une jeune fille actuellement hospitalisée, dès qu'on aborde la question médicale ou du soin, ça fait peur. Il ne veut pas être concerné. Il considère qu'il n'a pas à être concerné. Et ça, c'est du coup très compliqué. Comment pratiquer l'inclusion si les aspects thérapeutiques sont d'un autre monde ? Je pense que... C'est vrai que nous, au niveau de l'IME Saint-Réal, on a quand même le secret partagé qui est un pas vers la relation et vers la connaissance de l'enfant. Moi, j'étais infirmière éducation nationale, donc j'étais de l'autre côté de la barrière et on avait un secret médical absolu. C'était quelque chose où c'était très... Voilà, il ne fallait pas en parler, c'était une responsabilité et très difficilement à partager avec les enseignants. Nous, il faut peut-être évoluer dans cette culture, en sachant qu'il y a des choses effectivement que les partenaires n'ont pas à savoir si ça ne fait pas avancer les projets de l'enfant, mais si c'est pour être dans une collaboration et avec l'accord de la famille, parce que je pense que la famille naturellement est décisionnelle de leur histoire,
on peut effectivement partager et éviter des erreurs de posture vis-à-vis d'un enfant. Sur la... Moi, je pense que cette pluridisciplinarité, elle est absolument nécessaire. Nous l'avons vu tout au long de l'année. Nous avons eu des enfants qui ont été en difficulté du fait de leur inclusion. On ne va pas mentir. On a découvert de nouvelles difficultés chez ces enfants qu'on ne voyait pas à l'intérieur de l'IME, parce que l'IME est un milieu protégé et qu'il ne nous faisait pas voir leurs difficultés, puisqu'on adaptait peut-être à outrance d'ailleurs, parce que quelquefois être mis en difficulté, ça permet aussi d'avancer. Et en fait, ces difficultés, il y avait... Enfin, pour moi, certaines pouvaient être discutées avec l'équipe thérapeutique et on pouvait trouver de l'aide de leur côté. Et on a fait appel et à la psychomotricienne, puisque ma collègue a pu voir une difficulté chez Cécile Godard, qui va en cours de sport, a vu une enfant très en difficulté. On ne l'avait jamais vue en difficulté comme ça. Et nous avons pu en parler avec Anne, qui est cadre, et avec la psychomotricienne qui a bilanté cet enfant, qui a vu de nouvelles difficultés effectivement, qui a mis en place une prise en charge et qui a décidé qu'il serait bon qu'elle continue son inclusion en cours de sport au collège. Et pour nous, c'était très rassurant parce qu'on se disait, on arrête, est-ce qu'on la met à mal, etc. On a besoin de cet avis et c'est très important de pouvoir se référer au thérapeute pour se dire, là, jusqu'où on va avec cet enfant, jusqu'où on le met, est-ce qu'on ne va pas le mettre à mal, est-ce qu'il ne va pas être en souffrance? Et on a beau connaître ces enfants et les connaître quand même relativement bien, parce que souvent on les a suivis pendant plusieurs années, on les a accompagnés. Quelquefois on se dit, est-ce que là je lui fais du mal ou est-ce que je lui fais du bien? Et en fin de compte, c'est important dans la décision aussi. Et puis je voulais répondre à M. Lansane. Vous parliez de cette espèce de morcellement de l'enfant qui devait avoir un don d'ubiquité pour être partout, y compris dans la prise en charge, puisque nos enfants sont pris en charge par des thérapeutes plus que d'autres, et souvent pendant les temps scolaires. Nos enfants appartiennent à une UEE, ils ont une classe, la salle 307, mais ils appartiennent aussi à une classe. Et moi je suis sûre que si on est dans le lien avec tous les professionnels, si l'enfant sait pourquoi, ce qu'on met autour de lui et pourquoi on l'envoie dans une prise en charge, eh bien, je pense qu'il n'a pas quand même ce sentiment de morcellement. Et pour les 7 enfants qu'on accompagne cette année, qui ont des prises en charge à l'IME, qui sont par moment dans cette classe, salle 307, avec leur enseignante parce qu'ils ne peuvent pas aller en cours, parce que c'est un cours trop compliqué, eh bien, je pense quand même que tous se sentent appartenir à leur classe d'inclusion. Et ces enfants disent, je suis en 6e A, je suis en 6e C, je suis en 6e G. Ils ont pour beaucoup, pas pour tous, mais ils ont des copains dans leur classe, des copains qui demandent à ce qu'ils viennent plus. Ils ont des professeurs qui demandent plus d'inclusion, ce qui pour nous paraît être un miracle encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment le lien qu'il y a entre tous les professionnels qui œuvrent autour de l'enfant pour l'aider à avancer et la compréhension que l'enfant en a de ce travail. Et je pense qu'un enfant qui n'a pas compris que s'il sort pour aller voir un thérapeute, c'est pour l'aider à justement avoir plus de vie sociale, à être mieux dans sa classe, etc., bah effectivement, il va se sentir morcelé. Mais si cet enfant a cette compréhension que c'est dans l'aide, et éventuellement, pour certains de nos enfants, enfin de nos élèves, il faut que j'arrête de parler d'enfants, parce que j'en ai moi-même, c'est une demande de leur part d'aller voir des thérapeutes. On a aujourd'hui des enfants, notamment un, qui a demandé une prise en charge thérapeutique auprès de la psychologue. Et quand cette prise en charge est arrivée au bout, où la psychologue a considéré que cet enfant n'avait plus besoin de son aide, elle lui a proposé d'arrêter, il lui a dit non, j'ai besoin que cette prise en charge continue. Pourtant, lui pourrait
se dire je ne suis pas là, je ne suis pas en classe, je suis avec elle, enfin ne plus savoir où il en est. Mais pour moi, si vraiment il y a une parole qui circule, si on est tous d'accord que c'est pour le bien de cet enfant et qu'on arrive à lui expliquer, à lui faire comprendre, dans sa tête, il n'y a pas de morcellement. Il n'y a pas je dois être ici alors que j'aimerais être là-bas, quoi. Mais bon, je sais pas, moi ça repose sur ce que j'ai pu constater dans ma classe, en tout cas. Sur les aspects éducatifs, Cécile, du coup, ouais. Alors, l'intérêt d'un accompagnement éducatif, bien évidemment, je pense que ça fonctionne aussi grâce à ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des enfants que je connais depuis plusieurs années pour la plupart. C'est un accompagnement qui se vaut rassurant. On est un IME qui accueille 50 enfants. Les enfants, l'année dernière, étaient 12 dans une classe. Là, on se retrouve dans un collège de 750 élèves. Ça fait peur. Le jour de la rentrée a été un moment difficile où ils n'avaient pas envie d'y aller, clairement. Où est-ce qu'on nous emmène ? Il y avait une visite au mois de juin, mais qui avait été un petit peu catastrophique. Les élèves, la personne qui faisait visiter, on était avec plusieurs élèves de CM2 des communes environnantes autour du collège. Donc il a présenté les élèves en disant l'école primaire de tel endroit, l'école primaire de tel endroit, et a montré les élèves de l'IME en disant et d'autres individus. Ok. Donc nous sommes en IME. Moi je l'ai présenté en tout cas le jour de la rentrée comme ça aux classes en disant bonjour, voilà, je m'appelle Cécile Godard, je suis éducatrice. Dans un IME, j'ai expliqué ce qu'était un IME aussi parce que certains ont des enfants connaissent l'inclusion d'enfants dans leur classe de primaire, mais pas forcément ce que c'est qu'un IME. Donc la particularité d'un IME. J'ai aussi mis très rapidement des mots sur les écarts d'âge. Les enfants qu'on amène ne sont pas rentrés en 6e en ayant 11 ans, mais entre 12 et 14-15 ans. Donc pareil, la première fois où en anglais ils ont dû présenter leur âge, ils ont entendu qu'il y avait un écart d'âge important. Donc j'entendais des chuchotements, ils ont redoublé combien de fois. Donc là j'ai demandé de prendre la parole et j'ai expliqué, voilà, c'est un parcours différent. Ce ne sont pas des enfants qui ont redoublé 2, 3 fois, 10 fois. Ils mettent plus de temps que vous à apprendre, c'est différent. Et l'enseignante a pris aussi la parole en disant cet enfant a mis plus de temps pour arriver ici. Celui-ci est un enfant précoce, il a 9 ans, il est en 6e. Donc tout le monde est différent, mais on va tous apprendre l'anglais. Donc je pense que d'avoir l'honnêteté d'expliquer les parcours, d'expliquer ce qu'ils sont, a aussi dédramatiser et éviter de les pointer du doigt. Donc un rôle de réassurance aussi, ça fait peur quand il faut aller au tableau. Je me rappelle un cours d'anglais où j'avais un des jeunes qui avait une réponse et elle lui a dit va au tableau, et là il m'a regardé mais il était mort de trouille d'aller écrire au tableau, et il m'a dit mais quand elle m'a appelé ça m'a fait trop peur. Je lui ai dit tu vois finalement tu y arrives, c'est bien, il y a l'encouragement, il y a encourager les compétences qui sont là, qui sont certaines, et permettre du coup cette réassurance, permettre aux enfants de participer, de les encourager à prendre la parole en classe, d'avoir un rôle de guidance, de les aider sur leur posture. C'est des enfants qui peuvent se laisser aller sur la table, qui peuvent bâiller la bouche ouverte. C'est tout ce travail-là aussi qui est fait avec eux. Le rôle de lien avec les professeurs, évidemment. Il y a toujours un point qui est fait au début du cours sur savoir comment il va. On a un élève en plus là qui n'est pas très bien, donc expliquer comment il se sent. À la fin du cours, faire le point. Alors parfois c'est catastrophique, on a des cours de français où on sent que les enfants sont pas du tout investissent pas le cours parce que c'était trop compliqué. Et puis parfois c'est génial parce que on a bien travaillé en amont ensemble avec Myriam, et du coup derrière on sent que l'enfant il a investi cette leçon et il a pu participer, et du coup ça c'est des moments qui sont géniaux. Non, je voulais rajouter que le binôme est très important. C'est un double regard, puisque
puisque moi, mon attention va se porter plus précisément sur le pédagogique et sur la façon dont l'enfant va, j'ai envie de dire, acquérir de nouvelles choses. Et Cécile, son regard va se porter plutôt sur le versant social. Et je me suis rendu compte en la regardant travailler que j'oubliais parfois le versant social et le versant d'aller vers les autres, de ce lien, de cette posture. Moi, je regardais la posture d'élève et elle regardait sa posture sociale, simplement être comme les autres, avoir acquis les règles sociales comme les autres. Et je pense qu'on se complète complètement et que les professeurs aujourd'hui l'ont bien compris. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas me poser des questions à moi qui sont les mêmes que celles qu'ils poseront à Cécile. Et je trouve que c'est très bien parce que maintenant, tout le monde a sa légitimité et on est reconnu chacune dans notre profession. Et ça, c'est très, très important. Du coup, sur la notion de parcours, pour terminer sur ce point. Okay. La notion de parcours. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais actuellement, dans le cadre des politiques publiques, il y a obligation d'éviter les ruptures de parcours. Le terme plus connu sous le nom de RAPT, réponse accompagnée pour tous. Oui. Je vois qu'il y en a qui opinent du bonnet, donc c'est plus connaissez. Aujourd'hui, étant donné que l'inclusion amène un certain nombre de besoins, en tout cas de réponses besoins pour que l'inclusion se passe dans les meilleures conditions, nous faisons appel, dans le cadre d'un travail en réseau, à d'autres établissements pour pouvoir mettre à disposition aussi bien les compétences tout simplement d'un psychologue cognitivo-développement, cognitivo-comportemental, je suis simple dire psychologue CC, mais également tout simplement des problématiques d'aide au transport pour pouvoir amener l'enfant d'un point A à un point B. Il est vrai que dans nos établissements, le transport peut être problématique. La notion de parcours, plus globalement, permet de mettre en œuvre, nous le faisons avec la MDPH, des plans d'accompagnement globaux. Alors la MDPH pilote ces PAG ou ces gosses, et nous sommes également coordonnateurs de parcours pour certains cas complexes. Je pense que là aussi on revient à des problématiques de travaux pluridisciplinaires. On ne peut pas prendre en charge un enfant qui a des besoins particuliers, seul, dans une seule structure, sans intégrer les familles et leurs compétences, sans intégrer le réseau et ses compétences, avec aussi ses moyens. Que puis-je dire d'autre sur le parcours en quelques mots ? Qu'aujourd'hui, ça amène quand même à un changement d'identité. Moi, je vois bien que les professionnels autour de moi sont un petit peu déboussolés parfois sur ce qu'ils pourraient considérer comme une dépossession. Auparavant, on pouvait considérer qu'on prenait en charge ou en accompagnant l'enfant dans un établissement et qu'on pouvait répondre à l'ensemble des besoins. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est une utopie, on a besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Chacun ayant une part de la vérité qui permet de répondre aux besoins des enfants tels qu'ils sont exprimés. Nous les exprimons de quelle manière ? Il y a plusieurs façons d'exprimer. Soit on utilise le Gévasco simple, pour ceux qui connaissent concernant les habiletés, je veux dire, pédagogiques. Nous utilisons aussi très modestement le ROCS, alors je ne sais plus tout ce que ça veut dire, mais grosso modo, on décrit les habiletés sociales, ROCS. Vous trouverez cela sur Internet, c'est facile. Nous utilisons également la grille Séraphin, puisqu'elle est d'actualité. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu complexe, et ça change complètement de posture, mais moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que l'ensemble des intervenants doivent s'entendre sur l'établissement des besoins. Donc, nous intégrons maintenant ces différentes grilles, plus ou moins, je dirais, avec plus ou moins d'honneur. Néanmoins, c'est un gros avantage. C'est que ça met tout le monde d'accord. Ce n'est pas l'éducateur qui a raison, ou le psychiatre, ou le directeur, que sais-je. Chacun établit cela de manière transparente et on s'accorde ensuite à répondre à des besoins. J'y vois un intérêt, c'est que on ne pond pas des projets qui paraissent souvent, à mon avis, fumeux. On répond bien à une problématique, c'est-à-dire quels sont les besoins qui ont été référencés, et pour le coup, on est vraiment dans l'action et dans l'accompagnement. Ça, c'est l'avis du directeur. Je ne dis pas que c'est un avis qui prévaut pour toutes les situations.
Mais normalement, du coup, La notion de parcours, elle devrait autoriser à prendre en compte la singularité de chacun, au-delà de la question du handicap et au-delà de la situation singulière de besoins particuliers. Donc,